Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui lance la vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Jean-Charles Bouchou, notre star Jean-Charles. Je suis à Montpellier, j'ai écrit le dossier dans Infinité sur les pervers narcissiques et ses victimes. Et puis, évidemment, comme je suis ici, eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de poser des questions à Jean-Charles. Et Jean-Charles a décidé de vous en faire profiter. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et du coup, les questions c'était sur l'abandon parce que tu vois, on en a parlé en fait pour écrire un article. On communique, on parle et j'ai des questions, mais tout n'est pas dans l'article. Alors, à ta décharge. À ma décharge. J'ai répondu déjà en grande partie aux questions. Le problème, c'est que je l'ai fait depuis la Tunisie. Et qu'en Tunisie, j'ai été poursuivi par la police. Ce qui fait que mais c'était un petit peu décousu. Donc, nous allons y revenir, je suis d'accord. Ouais, ok. C'était sur l'abandon, hein, c'est ça. C'était déjà sur l'abandon, oui. Ouais. Enfin, c'était théoriquement sur l'abandon. Ouais, ok. Alors, ce qu'on avait vu ensemble, oui. C'est que du coup, l'origine, en quelque sorte, d'un développement du mécanisme de défense pervers narcissique va se situer dans une insécurité, oui, bien sûr. Et donc au cœur d'un abandon, d'un sentiment, d'une angoisse d'abandon. Oui. Alors, on ne peut pas dire que l'origine de la perversion des mécanismes de défense pervers narcissique soit l'abandon. Ouais. Mais l'angoisse centrale pour tout ce qui touche aux mécanismes de défense pervers narcissique, c'est effectivement l'abandon. Et il y a une différence, on avait vu ça ensemble pour le dossier, oui. Une différence, donc tout le monde va subir une angoisse d'abandon. Ah oui, à un moment ou un autre, bien sûr. Ouais, c'est ça. Oui. Mais pour le pervers narcissique, ça va se situer dans une période très très tôt. Voilà, donc je l'avais proposé déjà dans l'article de la fois dernière. Germaine Gex, qui a travaillé dessus, nous apprend qu'il y aurait une angoisse d'abandon précoce et une angoisse d'abandon tardive. C'est-à-dire qu'un petit enfant qui serait abandonné, imaginez qu'il ait 2 ans, il n'est pas encore capable de subvenir à ses besoins, donc il est en danger de mort. De mort, oui. Ce qui veut dire que abandon rime avec mort. Et peut-être est-ce que vous l'avez entendu, en tout cas moi je l'ai entendu, des personnes me dire le jour où l'autre m'a abandonné, j'ai cru que j'allais mourir. D'accord ? Donc une angoisse d'abandon précoce. Après, quand l'enfant sait se débrouiller lorsqu'il a 4-5 ans, bien sûr que c'est une grande angoisse, c'est plus une angoisse d'exclusion, l'angoisse de perdre l'amour de ses parents, une angoisse de rejet. Ça reste une angoisse d'abandon, mais elle est moins prégnante. Oui. Voilà. Donc ça crée une insécurité majeure que du coup certaines personnes donc, qui ont vécu cette angoisse d'abandon très très jeune ne peuvent pas supporter. Tout à fait. Et d'autant plus elle aura été précoce. Parce qu'à un moment donné, la solution c'est de faire un deuil. Deuil de sa sécurité et de se lancer dans la vie. Quand tu apprends à marcher, tu tiens la main d'un tiers. Et effectivement, il y a un lien très puissant qui te retient à ce tiers. Et à un moment donné, on va lâcher la main. Alors c'est triste parce que ce lien se coupe, mais en même temps, quelle joie d'aller découvrir le monde. Mais il en revient de même pour l'abandon. À un moment donné, et il va falloir abandonner sa famille pour aller découvrir le monde. Or le problème qu'on rencontre souvent quand on observe notre société, nos fonctionnements, c'est que nous avons quitté une famille pour aller en rejoindre une autre. C'est une famille politique, c'est une famille... nous en parlions là récemment, nous nous reconnaissons dans notre sexualité, nous nous reconnaissons dans notre famille politique, nous nous reconnaissons dans notre famille religieuse. Donc on quitte une famille pour aller en rejoindre une autre. Tu veux dire que pour permettre d'apaiser ces tensions intérieures d'angoisse, on va se créer une identité en fait. C'est ça. Et nous sommes donc dans l'évitement de l'angoisse. Et non pas dans la traversée de cette angoisse, dans l'accueil de cette angoisse qui demandera à être dépassée. La question que vous vous posez, j'en suis sûre, et que je me pose en tout cas, c'est comment ça se manifeste, cette angoisse d'abandon, pour les pervers narcissiques en comparaison avec quelqu'un qui ne mobiliserait pas autant ces mécanismes de défense spécifiques-là. Alors la question elle est, quel type d'angoisse d'abandon pourrait rencontrer la personne qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques ? Eh bien comme c'est une personnalité peu évoluée, nous sommes dans le cas de l'angoisse d'abandon précoce. C'est-à-dire qu'avec lui, chez lui ça va rimer avec mort. Et donc, c'est une angoisse qui pratiquement il ne peut pas connaître et qu'il ne doit pas connaître, parce qu'il ne le supporterait pas. Il ne peut pas y faire face, il ne peut pas la ressentir. Non. Donc, c'est comme si tu lui demandais est-ce que tu es prêt à mourir. Ouais, c'est il va te dire non. Donc pour lui, il se débat vraiment contre quelque chose de mortifère. Et pour ça, et c'est encore une fois, j'ai donné l'exemple assez souvent, si vous suivez un peu mes vidéos, le narcissisme, c'est ne pas vouloir naître pour ne pas être mortel, comme une fleur qui, pour ne pas faner, ne voudrait pas fleurir. C'est ce que tu appelles ne pas aller vers la vie
vie. Oui, Donc, pour ne pas être confronté à la mort. Et c'est pour ça, du coup, que se met en place le mécanisme du déni. Exactement, Ok. parce que c'est une personne qui, ne pouvant affronter son angoisse, ne peut pas donc effectivement y faire face, donc il ne pourra pas la dépasser. Nous, si nous voulons dépasser une angoisse, eh ben, nous allons la rencontrer. J'avais fait une vidéo avec Steven Clément, je crois, où il me posait la question « Comment fais-tu, toi, quand tu as peur de t'effondrer ?» Et je lui avais répondu « Je m'effondre. » Parce que dans l'effondrement, il y a une renaissance qui apparaît. Nous sommes tels des phénix. Voilà, le pervers narcissique, c'est pas un phénix. Lui, il peut pas renaître de ses cendres. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Donc, il va pas aller dans cette direction-là. Lui, il veut toujours revenir en arrière. Et c'est pour ça qu'il s'inscrit dans une pulsion de mort. Et c'est pour ça que systématiquement, il va casser tout ce qui ressemble à de la vie. Mais par exemple, ce que tu as organisé. Tu organises une après-midi sympathique et lui, il va toujours dire « Ouais, mais il fait pas beau. Oui, mais ça n'a pas été si bien. » Et il te casse ton délire. Et ça, les personnes qui sont confrontées à des sujets qui mobilisent massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques comprennent bien de quoi je veux parler. Tu m'avais souvent parlé de cet effondrement psychique. Oui. L'effondrement psychique, comment il est concrètement, comment on peut le comprendre concrètement, pardon, je bégaye. Ouais. L'effondrement psychique peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une dépression, tout simplement. Ah oui. Entrer en dépression, ça peut prendre la forme de la clinomanie. Mais non, ça peut prendre tellement de formes différentes. La clinomanie, ce sont ces gens qui se couchent et qui ne se lèvent jamais. Mais dans le cas des personnes qui mobilisent massivement des mécanismes de défense pervers narcissique, ils ne peuvent pas s'effondrer parce que ce serait synonyme de mort. Ils sont dans la survie. Ça, il faut le comprendre. Ils sont dans la survie. Ils sont dans la survie, sachant quand même que leurs victimes, quand ils ont une victime, les aident à surnager, mais ne les guérit jamais et ne les soigne pas. C'est pas notre rôle. Idéalement, si un pervers narcissique, il faudrait qu'il entre en dépression. Il faudrait qu'il s'effondre. Et à ce moment-là, il aurait une chance de pouvoir en sortir. Mais c'est exactement ce qu'il évite. Tu pourrais nous dire, toi, en tant que psychanalyste, comment tu fais pour justement faire face à cet effondrement? Dans ma vie, Ouais. je m'effondre. Et comment ça se concrétise? Alors écoute, j'ai toute une vidéo qui parle de ça, que je vais vous mettre les références, le lien en description. Okay. Moi, quand ça m'est arrivé, au départ, je l'acceptais pas, bien évidemment, puisque je faisais une faillite, vous le verrez dans la vidéo, et je ne l'acceptais pas. Et tant que je ne l'acceptais pas, j'étais en grande souffrance. Puis à un moment donné, j'ai créé une sorte de délire qui disait, mais c'est bien d'être en faillite parce que ça va me permettre de voyager plus léger. Et à partir de là, si tu veux, le délire m'a permis de surnager un petit peu. Et puis après, tout simplement, j'ai payé mes dettes et puis j'ai bossé et je suis remonté. Après, quand on décrit le deuil, très souvent, on voit une période de déni. C'est-à-dire que si on t'annonce le décès de quelqu'un, tu vas dire non, je n'y crois pas. Et au moment où tu dis je n'y crois pas, tu ne souffres pas. C'est important de le signaler, c'est pas inutile le déni. Ensuite, quand l'information, tu peux plus la nier, à ce moment-là, tu vas rentrer dans une grande colère. C'est de la faute des autres. Et à ce moment-là, de nouveau, tu ne souffres pas parce que cette énergie qui te ferait souffrir, tu la diriges vers l'extérieur. Et puis à un moment, déni, colère ne fonctionne plus. Et là, normalement, tu rentres dans quelque chose d'assez dépressif et tu traverses ta dépression. Et puis un jour, tu te réorganises. Okay. C'est une question de réorganisation. C'est traverser. Je donnais l'exemple à Steven d'une forêt qu'il faudrait traverser. C'est la traversée d'une forêt. Et après, tu te réorganises et tu en ressors généralement grandi. De toute façon, si tu t'es effondré, c'est que tu en avais besoin. Si vous entrez en dépression, c'est qu'il est nécessaire que vous entriez en dépression. Mais la question, elle est pourquoi ? Jean-Charles, l'abandon, donc ça se retrouve chez les personnes qui mobilisent massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Ça se retrouve bien évidemment chez à peu près toute personne constituée normalement. Et moi, j'ai entendu parler de ce qu'on appelle la dépendance affective et j'imagine que là, on est encore une fois dans cette histoire d'abandon. Qu'est-ce que tu peux m'en dire ? Sûr. La dépendance affective, elle permet de nier l'abandon. En tout cas, elle permet de lutter contre l'abandon. C'est-à-dire que, évidemment, si l'autre s'en va, il va me confronter à cette angoisse que je ne veux pas vivre, qui est cette angoisse d'abandon. Et c'est intéressant parce que dans le mot que tu dis, on parle de dépendance. Il ne s'agit donc pas d'amour. C'est je reste parce que j'ai trop peur d'être seul. Et là encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a deux types d'angoisse d'abandon. Chez certains, ça va résonner comme angoisse de mort. Si l'autre me quitte, je vais mourir. Et ça arrive. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont quittées, elles se donnent la mort. C'est quand même, c'est incroyable. La vie dépendait tellement de l'autre que quand l'autre n'est plus là, elle se suicide. Ah oui, donc tu as dit tout à l'heure
que finalement on était dans une société, on était nous dans une forme d'éducation qui faisait qu'on allait créer une identité. On allait donc s'associer à une identité, un mécanisme identitaire pour pouvoir... Pour nier l'abandon. Oui, Ouais, oui. Alors ce sont deux choses différentes. Hein. Quand on parle de dépendance affective, je pense qu'on parle du lien amoureux. C'est je reste avec quelqu'un pour ne pas être abandonné. Ça, on l'entend assez souvent. Non, mais tu viens de dire à l'instant que finalement on n'existe qu'avec le lien avec l'autre dans la dépendance affective, Oui. que parce que l'autre Oui. Nous rassure. Bien sûr. Et Donc, d'ailleurs, c'est dans une la relation identité. au pervers narcissique, c'est intéressant de le souligner. Excusez-moi, je pars un peu dans Non, tous je les t'en sens. prie, je t'en prie. Le pervers narcissique, il nous menace sans cesse de nous quitter, donc il nous met face à notre angoisse. En même temps, il ne nous quitte jamais, donc quelque part, il nous rassure. Ouais. Donc l'angoisse d'abandon, elle est en même temps mise en scène et en même temps, on s'aperçoit qu'on ne risque pas de le perdre. Donc oui. il a quelque chose de rassurant. C'est une des raisons, parce on peut se poser la question, pourquoi reste-t-on dans le cas de relation avec un pervers narcissique ? Notamment du fait d'une angoisse d'abandon et parce que le pervers narcissique nous rassure. Sur cette angoisse d'abandon, Ouais. tout en jouant, hein. Oui, C'est un peu Oui. particulier. mais non, c'est pas particulier. Tu vas sûrement aimer faire un jeu, aller peut-être dans les montagnes russes si tu as peur du vide, et on va sans cesse te confronter au vide, et à la fin, le manège s'arrête et tu es toujours en vie. Peut-être est-ce que tu as peur qu'un jour un voleur vienne te voler, mais que ce soir à la télévision, tu vas regarder un film d'angoisse ou même un film d'horreur. Oui, mais toi, après, tu es toujours là. On aime se faire peur. Nous aimons nous faire peur. Ça fait partie de la vie. Moi, il me semble avoir lu quelque part que l'homme est un animal social. Ok. Mhm, d'accord. À partir de là, en fait, quand on est banni d'un cercle, on vit ça comme un abandon, on vit ça comme une torture. Souvent comme un effondrement, justement. Parce que ton image est liée à l'image du groupe. Si le groupe disparaît, ton image disparaît. C'est un petit peu comme si tu n'existais que dans le reflet d'un miroir et qu'un jour on te brise le miroir. C'est terminé, tu as le sentiment de ne plus exister. Pour ça, il y a des expériences de psychologie sociale qui sont absolument passionnantes. Il y en a une que je vais vous raconter, et puis ensuite on voit ensemble. Il y a dans une salle une dame, qui est la dame qui ignore ce qui va se passer. Et puis avec elle se trouvent des complices de l'expérimentateur. Elle ne le sait pas. Hein. Elle est dans cette salle, il y a une sonnerie. À chaque fois que cette sonnerie retentit, les gens se lèvent. Donc au départ, elle regarde et se dit tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et de nouveau, il se rasseye. Ensuite, la sonnerie retentit de nouveau, tout le monde se lève, etc. Au bout d'un moment, cette femme, assez rapidement pour elle, va se lever avec les autres à chaque fois que la sonnerie retentit. Cependant, elle ne sait pas pourquoi. Bien sûr, elle se conforme sans savoir pourquoi. Et c'est effectivement l'expérience du conformisme social. D'accord. Donc tout ça repose, on peut l'imaginer, sur une angoisse d'exclusion. Ouais. Parce qu'en fait, pourquoi pas rester assis, quoi. Sauf que rester assis, c'est s'exclure du groupe. Et s'exclure du groupe, c'est se retrouver face à son angoisse d'abandon. Bien sûr. Ouais. Ouais. C'est ce qu'on vit au quotidien, non ? Ah, Tu complètement. vois, ouais. Mais je donnais l'exemple. Donc la semaine dernière en Tunisie, je vous ai fait une vidéo. Et dans cette vidéo, j'expliquais comment, sur une planète imaginaire, on arrivait à manipuler les gens en leur faisant voir des choses extrême droite, c'est-à-dire en leur parlant d'abaya par exemple, et puis ça permettait d'éviter de parler des vrais problèmes. D'accord. Tout ça repose sur l'angoisse d'abandon de la population. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut parler d'abaya. C'est comme la dame qui se lève dans l'endroit où elle était, dans l'expérience, voilà. Hein? Donc là, ce que tu dis, ça vient complètement compléter ce que je disais la semaine dernière. En fait, du coup, on va peut-être pouvoir faire la synthèse de tout ça. Oui. Donc, nous vivons avec nous, Oui. dans notre développement, donc de l'enfant, l'adolescent, l'adulte, etc. Nous avons donc cette angoisse d'abandon qui est plus ou moins marquée Oui. selon les gens. Oui. Si ça se manifeste avant la période de 3 ans, c'est ce qu'on avait vu dans Oui. l'article, elle est vraiment majeure. Synonyme de mort, 2-3 ans, synonyme de mort. Synonyme de mort, oui, parce qu'un bébé ne Ouais, peut pas faire non. face. Ensuite, si elle se manifeste un petit peu plus tard et encore plus tard, Elle est une forte angoisse, mais qui est moins prégnante. moins prégnante. Elle est tout aussi prégnante en fait, mais elle est moins grave, moins lourde, quoi. On peut y faire face. Voilà, du coup c'est ça. C'est ça que je voulais savoir. Du coup, dans la période 0-3 ans, c'est une angoisse majeure, on ne peut pas y faire face.
Ce qui fait qu'on va développer ces mécanismes de défense pervers narcissiques. Que certains développeront ces mécanismes de défense pervers Pas tout le monde. Non, pas tout le monde. D'accord. Moi, ce que j'explique, c'est que chez les personnes qui ont arrêté leur évolution vers cet âge de 2-3 ans, oui, certains utilisent massivement des mécanismes de défense pervers, mais tu as le borderline. Le borderline, lui, le déni ne tient pas, en fait. Donc, il va employer massivement des mécanismes de défense pervers, il va t'insulter copieusement un soir, puis avec force persuasion, quand même, parce qu'il le vit dans ses tripes. Et le lendemain, il va venir en pleurant et en s'excusant, en disant « Hier, j'ai été abominable et vraiment, je regrette. » Éventuellement, même, il va te dire « Tu vois bien que je suis un peu fêlé et que je vais pas bien. » quoi. Là, on n'est plus du tout dans le discours du pervers narcissique. Et il y a aussi une angoisse d'abandon qui est prégnante. Qui est prégnante, du coup, qui est là, qui s'est installée dans cette période. Oui, bien sûr. Et là précoce. encore, pour faire le lien avec la victime, parce que moi, c'est presque plus la victime qui m'intéresse que le pervers narcissique, la victime peut sentir l'angoisse d'abandon de l'autre et agir avec lui comme si elle avait affaire à un enfant de 2 ans. Et ne pas l'abandonner parce que c'est un petit enfant. Mais ce que tu m'as dit aussi, pour écrire l'article, et ce qu'a dit aussi le docteur Bruno Dubos, c'est que la victime, elle aussi, se trouve dans une angoisse d'abandon. Oui. Ce sont 2 angoisses. Oui. Vous avez dit d'ailleurs les mêmes mots, c'est un enfant qui martyrise un enfant, Oui. ou une enfant Oui. qui martyrise une enfant. Et dans l'autre sens, ça peut être une enfant qui protège un autre enfant aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bien Et sûr. ça, c'est toujours l'histoire de l'angoisse d'abandon. Donc, on a ça pour comprendre les mécanismes de défense pervers narcissiques, pour comprendre la dépendance affective, Oui. pour comprendre le borderline, Oui, mais pour comprendre aussi certains de nos comportements bien à sûr. nous, Bien parce sûr. qu'on retrouve une angoisse C'est d'abandon. toujours désagréable l'idée que l'on pourrait être exclu. Mhm. Et d'ailleurs, encore une fois, je suis désolé, hein, le gouvernement en use et en abuse, parce que il y a eu un jeu qui s'appelait « Il faut éliminer le maillon faible ». On n'a pas tapé au hasard, quoi. Ouais. Voilà. Qui est le maillon faible? C'est vous le maillon faible? C'est toi le maillon faible? C'est moi le maillon faible? Quelle horreur! Si on me dit c'est l'autre là-bas le maillon faible, ah, quel soulagement! Non, il n'y a pas de maillon faible. On joue à se faire peur, Bien voire, sûr. C'est de la manipulation c'est pur ça. jus. Et la télé, y compris les divertissements, nous l'apprennent. ouais, On nous enseigne à désigner le maillon faible. Parce que je dis le maillon faible parce que le mot parle, mais il y en a eu plein d'autres. Il y en a qui se passent sur une île, il y en a qui se passent dans des appartements. Enfin, voilà, les jeux télévisés que je ne connais pas très bien. Moi non Mais plus. qui sont fondés sur l'exclusion. Ok. Sur l'exclusion de l'autre, bien sûr. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour Ah, d'accord. de tout ça, Très bien. j'imagine. Donc ça répond à des questions que tu voulais compléter pour un futur dossier, si j'ai bien compris. Alors, c'était pour compléter tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire sûr. pour faire une sorte de synthèse. Moi, il me semblait important de comprendre où prenait racine tout ça, tu vois, D'accord. et de D'accord. faire cette petite extension finalement, Ouais. cette idée de porter Ouais. vers nous, vers la société, savoir comment dépasser ça. écoute, j'aime bien laisser des petits messages à la fin. Quand j'écris, je mets des petites phrases en gras. J'ai écrit dans Pourquoi m'as-tu abandonné? Je sais que je l'ai déjà dit, je le redirai encore. Tout abandon est forcément une bonne nouvelle. Donc si on vous menace d'abandon, partez. Vous gagnez un temps fou. Parce que celui qui m'a abandonné, ça aurait vraiment été dommage qu'il reste. Hein. Cet aspect-là. Et puis, c'est bien à un moment donné de faire face à ça, de faire face à l'idée de se retrouver seul aussi. Apprendre à vivre seul, une fois de temps en temps, faire des retraites, par exemple, moi j'en fais régulièrement, ce qui fait que j'ai beaucoup moins cette angoisse d'abandon, qui existe aussi, hein, parfois. Je serais vexé, fâché d'être abandonné d'un groupe, mais si ça arrive, j'y fais face, je fais face à mon deuil, je traverse ma forêt, encore une fois, et ça me permet de grandir. Voilà. Donc bien réfléchir à cette angoisse d'abandon, c'est très très important si on veut croître dans sa vie et dépasser ses postures narcissiques. D'ailleurs, on a une vidéo prévue. C'est ça, sur le narcissisme dépassé. Depuis le temps qu'on en parle. J'espère que ça vous aura plu aussi, toutes ces questions. Si vous avez peut-être éventuellement d'autres questions, parce que moi évidemment j'en ai plein, mais c'est pour vous tout ça. D'accord. Donc mettez-les dans les commentaires, je les D'accord. regarde. Et puis Jean-Charles si Cohen. vous aimez ces vidéos, évidemment, pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important je crois pour les algorithmes. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer une petite cloche pour être tenu au courant chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Merci beaucoup, merci Jean-Charles. Au revoir. Au revoir.